Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer, ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui... Ah, Guillaume, tu es là? Salut. Donc vous l'avez entendu, il est bien présent, et on se retrouve pour le chapitre 53, soit le 6e chapitre de Bran. C'est ça. Et dans ce chapitre de Bran, en fait, on va le voir... on va voir un peu comment se déroule... comment sont reçus les événements de Port-Réal depuis Winterfell. Bran va voir Robb assurer son rôle de sire de Winterfell, et le ban a été convoqué, et toutes les maisons vassales des Stark répondent à l'appel. Et alors que Bran se repose dans le bois sacré, il y trouvera Osha, aussi venue prier, et elle lui confirmera avoir vu les autres. Elle lui avouera qu'ils sont la raison pour laquelle elle a fui au sud du mur. Tous ces hommes prêts à partir en guerre dans le sud se trompent d'après elle. Ils devraient tous partir pour le nord. Et 12 jours plus tard, Bran devra assurer la gestion de Winterfell, car Robb part enfin en guerre dans les conflans. Ça me fait rire parce que je pense que c'est un des ratios les plus inégaux où ton résumé est très court alors que les notes que j'ai prises sont très très longues. Ouais, mais en fait, c'est dur de décrire. En fait, ce chapitre, c'est un peu un résumé de tout ce qui s'est passé depuis la nouvelle que Ned est soi-disant un traître, jusqu'à, enfin, on voit toutes les étapes de Robb qui doit assurer son rôle, qui convoque le ban, qui a du mal à convaincre certains bannerets de le rejoindre. Donc c'est dur de décrire tout ça dans un résumé. Non, je comprends. De toute façon, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour ça, on est là pour approfondir. Il y a beaucoup. C'est vrai que c'est un chapitre où je pense qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Alors le chapitre débute à Winterfell, où Bran voit arriver les bannerets de son père Eddard Stark ainsi que leurs hommes, en commençant par les Karstark. Alors là, c'est un chapitre où on va beaucoup céder des appendices. Peut-être que vous pourriez les prendre en même temps que vous nous écoutez, ça vous aiderait. Mais en tout cas, oui, comme il y a énormément de personnages qui sont mentionnés, qui sont cités, qui apparaissent, on va céder des appendices. Hein. Donc dans les appendices, on voit que le seigneur de la maison Karstark s'appelle Rickard Karstark et que leur fief se nomme Carhold. Alors du coup, en regardant la carte, on peut voir Carhold à l'est de la carte du nord de Westeros. Oui, pardon, j'ai oublié de le préciser. Du coup, en plus de céder des appendices, on va beaucoup céder aussi de la carte, parce que du coup, il y a plusieurs fiefs qui sont mentionnés. Donc, je viens de le dire, hein, Carhold, c'est à l'est de la carte du nord de Westeros. Et c'est ce même Rickard Karstark que Bran aperçoit en tête de la procession. Ce seigneur avait 3 fils, Arion, Eddard et Torren. Et d'après la nourrice de Bran, Jeynan, ils avaient du sang commun avec les Stark, même si Bran ne voyait aucune ressemblance. Rickard Karstark était le dernier seigneur du ban à être arrivé, et maintenant le village autour de Winterfell était complet. Donc on le rappelle, hein, ça on l'avait découvert je crois dans un chapitre de Bran, que Winterfell en fait c'était entouré d'un petit village avec un marché, etc. Et que généralement c'était vide, mais que lorsque l'hiver venait, en fait, les agriculteurs quittaient leur plantation et venaient s'abriter en fait dans le village de Winterfell. Ouais. Donc du coup il peut être rempli aussi d'une autre manière, c'est quand forcément le ban est appelé. On apprend dans le chapitre que Lord Bolton ainsi que Lord Serwyn sont aussi présents. Pour le premier, Lord Bolton, on peut voir dans les appendices qu'il s'agit de Roose Bolton et qu'il est le sire de Fort Terreur. Alors, en regardant la carte, on peut voir Fort Terreur au centre de la carte du Nord, un peu plus au sud que Carhold. C'est bien à l'est aussi. Ouais. D'ailleurs, on avait déjà parlé de Roose Bolton. Guillaume, est-ce que tu te rappelles quand? Alors, je me souviens pas pourquoi on a parlé de lui. Alors, c'était lorsque on parlait justement de Robert et de sa bataille au Trident, et lorsqu'il a gracié Barristan Selmy. Ah oui, et Roose Bolton, lui, était contre. Lui, Roose Bolton voulait qu'on l'exécute. Ouais. Donc on avait dit que c'est quelqu'un qui paraissait assez cruel en fait. En même temps, on peut le comprendre. Enfin, dans ce cas-là, en tout cas, on peut le comprendre pourquoi il était dans le camp ennemi. C'est quelqu'un de dangereux. Enfin, il est très doué à l'épée. On peut comprendre qu'il ait voulu l'exécuter. Ouais. Ça le rend pas particulièrement cruel pour l'instant à mes yeux. Surtout que... Non, mais alors, quand tu vois la réaction de Robert qui lui détestait les Targaryens à leur camp, qui lui a quand même décidé de passer outre
et de le gracier parce que il faisait partie de cette institution ancestrale qui était la garde royale. Quand Bruce Bolton à côté arrive et dit non, il faut le décapiter. Voilà quoi. C'est dans ce sens-là que je dis cruel. C'est dans le sens où il a pas voulu lui accorder le pardon. Ouais. En tout cas, ce qui m'inquiète plus, c'est le symbole de sa maison. C'est l'écorché là. Ouais, l'écorché des Bolton. Lord Serwyn, quant à lui, n'apparaît pas dans les appendices, sauf pour dire que les Serwyn sont une des principales maisons vassales des Stark. Bran mourait d'envie d'aller voir tous ces seigneurs, de se mêler à eux. On rappelle que Bran, avant sa chute, rêvait de devenir un des chevaliers de la garde royale, mais son grand frère Robb s'y refusait. C'était trop dangereux, surtout après l'épisode du Bois au loup. Donc, on le rappelle, dans l'épisode du Bois au loup, c'est dans le dernier chapitre de Bran, où il s'est fait plus ou moins racketter par des sauvageons. Ouais. Et il avait même été pris en otage par ces sauvageons, et sans une flèche bien placée de Théon, c'était mal barré. Hein. Bran en était réduit à admirer les seigneurs se trouvant dans la ville d'hiver à travers la longue vue de Maître Luwin. Se trouvaient aussi présents comme seigneurs les Glover, les Mormons, les Corbois, les Talart ainsi que les Umble. Alors, on va parler de chacune de ces maisons sans évoquer leur emblème. Relisez le chapitre ou faites vos recherches parce que ça serait trop long de s'appesantir sur chacune de ces maisons. Mais si ça devient important dans le récit, on vous le rappellera, mais bon, pour l'instant ça n'a pas trop d'utilité. Pour les premiers, les Glover, en regardant les appendices, on en connaît deux, Galbart et Robert Glover. D'ailleurs, on avait déjà parlé de Galbart Glover. Ça, c'était pour Maud Cailin. C'était l'une des personnes qui devait envoyer sans archer. Exactement. Pour les Mormons, plusieurs choses. Bon, en regardant les appendices, on sait que la maîtresse de la maison Mormon se nomme Maggie Mormon et qu'elle régit son fief, l'île aux ours. Bon, en regardant la carte, on peut apercevoir l'île aux ours au niveau de la baie des Glaces, qui se trouve proche du mur, à l'ouest de Westeros. Et on connaît deux fameux Mormons, Jeor Mormon et Jorah, dont on a parlé dans le précédent chapitre déjà. Ouais. Donc Jeor Mormon, le leur commandant de la garde de nuit. Et Jorah Mormon, le chevalier exilé sur Essos, accompagnant Daenerys. Ouais. D'ailleurs, Jeor Mormon, c'est le père de Jorah Mormon. Oui, oui. Pour les Corbois, on sait juste que c'est une des principales maisons vassales des Stark en regardant les appendices. Pour les Talart, pareil, c'est une des principales maisons vassales des Stark, mais on sait en plus qu'elle est dirigée par Elman Talart. Alors, on avait déjà parlé par le passé de ce Elman Talart. Bah, au même titre que Galbart Glover. C'est la deuxième personne qui devait envoyer sans archer à Maud Cailin. C'est ça. Et d'ailleurs, Guillaume, en revenant sur les Glover, c'est intéressant dans les appendices. Galbart et Robert Glover sont cités en même temps. C'est-à-dire que quand on cite Glover, on cite les deux en même temps. Et ouais. Du coup, pourquoi selon toi? Peut-être des jumeaux. Ouais, tu penses? Vu qu'ils sont nés en même temps, la succession elle est un peu compliquée. Mais normalement, il y a cette histoire de celui qui est sorti en premier. Et bon, ouais. Peut-être que pour eux c'est du bullshit. Donc ils règnent en même temps vu que c'est des jumeaux. Je sais pas. D'accord. Okay. C'est ce que tu supposes en tout cas. Ouais, sinon il y a aucune raison à moins qu'ils soient siamois, t'as capté. Je sais pas, je te demande. Hein. Les derniers, les Umble, sont une des principales maisons vassales des Stark et sont dirigés, d'après les appendices, par Jon Umble, surnommé le Lard Jon en raison de sa taille et de sa corpulence. Ils étaient en tout environ 12 000 hommes. Et en regardant les appendices, il manque 3 des principales maisons vassales des Stark. Alors donc je me suis trompé dans mon... J'ai dit que toutes les maisons vassales avaient répondu à l'appel. Ouais. Bah pas toutes du coup. Ouais. Il manque les Flint, les Manderly, on sait que les Reed. Après peut-être qu'ils ont répondu à l'appel mais ils sont pas là encore. Mais peut-être. Hein. Alors pour les Flint, on n'a aucune information de plus, à part celle que je viens de donner, donc c'est une des principales maisons vassales des Stark. Pour les Manderly, on sait qu'elle est dirigée par Wyman Manderly, et que leur fief se nomme Blancport, qui est un peu plus au nord du Neck en regardant la carte. Hein. D'ailleurs, Catelyn y était passée en bateau à Blancport pour rejoindre Port-Réal. Et elle devait même envoyer un message à Wyman Manderly pour que il fortifie la flotte au large de Blancport. Ouais, exactement.
Et donc forcément oui, parce que c'est un lieu stratégique, hein, Blancport. Vu que si on regarde et tout, ça a l'air d'être un port important. Et puis si c'est compliqué de traverser le Neck à cause de son état marécageux et de la forteresse Mot Cailin, du coup les voies maritimes prennent de plus en plus d'importance. Ouais, et on voit bien que si on rentre par Blancport au sud de la partie nord de Westeros, si on remonte les fleuves, on tombe direct sur Winterfell. Ouais. Pour les Reed, la seule information est que c'est une des principales maisons vassales des Stark. En revanche, on connaît déjà un membre de la famille Reed. Il s'agit d'Oland Reed, le pontonnier. Un des 6 hommes qui ont accompagné Ned à la Tour de la Joie combattre 3 des membres de la garde royale d'Aerys le Fou. On se rappelle d'ailleurs que Eddard et ce Oland Reed furent les seuls survivants de cette bataille. Ces seigneurs et leurs hommes stationnent... Alors, du coup, ils sont pas là. Hein. Ils répondent pas à l'appel, mais du coup, ces seigneurs et leurs hommes stationnent sur la route royale, sont le maître Lewin et rejoindront Robb en chemin. Donc les Flint, les Manderly et les Rhys. Donc ils ont répondu à l'appel, mais ouais, ils sont pas venus jusqu'à Winterfell parce que bon, ils sont loin, quoi. Ouais. C'est ce qu'on peut comprendre. Robb ne pouvait pas accueillir toutes ces maisons à Winterfell en même temps, alors il les recevait à tour de rôle lors des banquets en les plaçant à sa droite. Mais tous ces hommes ne pouvaient rester indéfiniment à Winterfell au risque de vider les réserves. Bon, ça c'est ce qu'on dit, hein, c'est que une armée c'est pas fait pour faire du surplace. Faut qu'elle bouge, sinon ça mange beaucoup, ça s'ennuie, ça déserte, etc. Une armée c'est fait pour bouger, c'est fait pour combattre. C'est pas fait pour rester à un endroit fixe. Bran se rendit ensuite au bras sacré sur le dos de Hodor. Un siège d'osier avait été fabriqué pour Bran afin que le palefrenier, Hodor, un simple d'esprit, puisse le transporter. Donc on se rappelle, Hodor c'est l'arrière-petit-fils de la comtesse vieille Nan, et d'ailleurs il ne s'appelle pas réellement Hodor mais Walder, sauf que comme il ne faisait répéter que Hodor, tout le monde l'appelait comme ça. Et du coup Bran il s'est un peu transporté comme un enfant de ce qu'on lit. C'est un enfant. Ouais, non, mais ouais, comme un bébé plutôt. Comme un bébé, ouais. Ça me rappelle, tu sais la façon dont les femmes africaines elles tiennent leurs gosses sur le dos là, tu sais, avec un voile et ils tiennent, c'est ça en fait. C'est la même chose. Mais je comprends pourquoi il reçoit des railleries de la part des hommes des hommes des Stark, quoi. Ouais, mais en même temps il a pas de chaise roulante, je sais pas. Ouais, mais c'est pour ça bon, on va y revenir un peu plus tard, mais bon, c'est vrai que voilà, ça c'est vraiment honteux. Hein. Qu'importe qu'il n'y ait pas de chaise roulante et tout, je veux dire, c'est un homme de la famille royale, la famille seigneuriale du Nord, et le voir se faire transporter de cette manière le lot de Bran l'accompagnait aussi. Il avait toujours eu de l'attrait pour le bois sacré, comme son père, mais depuis sa chute, il s'y plaisait de plus en plus. Le Baral avec la face sculptée dans l'écorce avait cessé de l'effrayer et lui procurait même du réconfort. Bran se sentait en communion avec les anciens dieux. Et bon, c'est vrai que les Baral, c'est dommage qu'on n'ait pas enfin forcément c'est un livre, mais qu'on n'ait pas de représentation graphique, mais quand on regarde un peu sur le net, les illustrations et tout, ça fait vachement flipper, hein, les Baral. Ouais, rien que dans la série, en plus avec leur sève rouge, on dirait qu'ils saignent qu'ils pleurent du sang, quoi. Ouais. Et Bran priait, aussi bien pour le retour de sa famille, pour le bien des siens, et surtout pour Rickon, le petit dernier de la famille Stark. Il se sentait abandonné, et s'était, selon Bran, ensauvagé depuis l'annonce du départ de Robb. Un jour, il avait complètement disparu, et on l'avait retrouvé dans les cryptes. Encore les cryptes, hein. Encore et toujours les cryptes. Où il avait fallu batailler avec lui, ainsi que son loup broussaille, lui aussi très sauvage, pour l'en sortir. Depuis, Farlen, le maître des chenilles, avait enchaîné broussaille. Donc oui, les chenilles, c'est là où c'est l'endroit où on loge des chiens. Et bon, comment j'ai découvert que Farlen c'était le maître des chenilles? Parce que c'est marqué dans les appendices. Attends, du coup, est-ce que c'est dit dans la série que broussaille c'est un chien sauvage, enfin c'est un loup sauvage plutôt, genre que il est vraiment, tu vois? Non, pas du tout. Okay. On voit juste qu'il est noir, c'est tout. Dans ces conditions, le maître Lewin préconisait à Robb de rester à Winterfell et confier le commandement à Alice Molen. Donc, est-ce que tu serais tout sûr qui c'est Alice Molen, Guillaume? C'est pas le palefrenier? Non. C'est Alice Molen, c'est depuis que Jory Cassel est parti à Port-Réal, du coup, Alice Molen, c'est celui qui l'a remplacé en tant que capitaine de la garde de Winterfell, en gros. D'accord, ok. Le maître Lewin
préconisait de confier le commandement soit à Alice Mullen, soit à Theon Greyjoy, ou un des bannerets de Robb. Bon, comme Robb était bien le fils de son père, jamais il n'enverrait des hommes à la mort tout en restant bloqué à Winterfell. Moi, je trouvais ça assez surprenant que Luwin il préconise Théon comme commandement de l'armée des Stark. Parce que vu le comportement qu'on a vu de Théon depuis qu'on a lu les romans, on voit qu'il est assez impulsif, qu'il est voire dédaigneux, voire insultant. Et Luwin doit connaître son comportement. Surtout que on voit même qu'il prend des gros risques, comme la fois quand il a sauvé. Bon, certes, il a sauvé Bran, mais c'était un putain de risque d'envoyer une flèche comme ça à quelqu'un qui tient en otage. Et deuxième chose, c'est que si t'imagines ce qu'on comporte comme ça sur le champ de bataille, genre il envoie son armée sur un coup de tête et tout. C'est chaud. Exact. Et moi, il y a deux choses qui me dérangent en plus. C'est que d'une part, Théon est assez jeune. Il a 19 ans. Et je veux dire, certes, la moyenne d'âge à l'époque était pas ouf, l'espérance de vie, mais il est quand même assez jeune comparé aux autres bannerets des Stark. Et deuxièmement, en fait, c'est pas un banneret des Stark. Et Theon Greyjoy, il vient c'est l'héritier des îles de fer, mais il a rien à voir avec le Nord. Et en plus, il aurait aucun pouvoir fédérateur auprès des autres bannerets, quoi. Ouais. Il vient pas du Nord, en fait. C'est ça. Donc c'est vrai que le maître Luwin, qui paraît assez sage, sa réflexion m'a un peu interloqué. Pour Bran, Robb avait d'ailleurs à présent la posture et les paroles d'un seigneur, même s'il n'avait pas encore 16 ans, et que les seigneurs bannerets le testaient régulièrement. Alors, dans le chapitre, on évoque 5 ou 6 de ces seigneurs qu'on vient de présenter en début d'épisode, et leurs propositions ou leurs tests envers Robb, mais pareil, ça serait long, et surtout de la paraphrase. Donc si vous êtes curieux, relisez le chapitre. Mais ce que je vais vous dire, en revanche, c'est de bien noter la personnalité de chacun, et surtout ce qu'il présente à Robb. On va juste parler du défi de Lord John Humble, qui menaça de retirer ses forces s'il marchait en arrière des Sarwyn ou des Corbois. Ce à quoi répondit qu'il pouvait faire ce qu'il désirait, avant de rajouter, en caressant Vangry, qu'il n'oublierait pas de les traiter comme un parjure à leur retour. Alors, du coup, par rapport à Lord John, tu penses qu'il a quelque chose de particulier envers les Corbois et les Sarwyn, ou c'est juste de marcher en arrière? C'est possible que... Franchement, ça fait quand même... Parce qu'il a cité 2 maisons en particulier, peut-être qu'ils s'entendent pas, ou peut-être que ça a toujours été un peu des rivaux. Peu importe le domaine, je sais pas dans quoi ils peuvent être rivaux. D'accord. Mais D'ailleurs, question bonus, quand on a parlé des maisons du Conflant, on avait cité deux maisons rivales. Est-ce que tu te rappelles lesquelles c'était? Non, je me souviens pas. Alors, on avait dit que les Bracken et les Nerbosk ne s'entendaient pas du tout. Le Lord John, furieux, dégaina son épée, et Robb envoya Vangry l'attaquer, le loup arrachant 2 doigts à John Humble. Vaincu, et peut-être admiratif, le Lord John devint sur cet incident le bras droit de Robb. Donc, c'est vraiment comment dire... la démonstration de force qui a fait que Robb s'est imposé, quoi. C'est vraiment des hommes qui marchent à la virilité sur ces, tu vois. C'est vrai, c'est à la limite du concours de beats. Oui, c'est clairement qui a les plus grosses paires de couilles. Ouais. Plus tard, Robb va rendre visite à Bran dans sa chambre et lui avoua qu'il croyait que le Lord John allait le tuer. Et d'ailleurs, ce n'était même pas le plus dangereux seigneur. Celui qui le terrifiait le plus était Lord Roose Bolton. Robb n'aimait pas son regard, et surtout, pensait à la pièce à forte terreur, leur fief, où ils suspendaient les cadavres de leurs ennemis, même si ce n'était qu'une histoire de vieille nonne d'après Bran. Ils suspendaient pas le cadavre de leurs ennemis, ils suspendent la peau de leurs ennemis. Oui, alors là, la peau du cadavre de leurs ennemis, si tu veux. Ouais, mais c'est pire, genre ils les écorchent et après ils suspendent la peau, genre salut. Donc là, tu penses que c'est vrai, du coup? Bah, ça peut être des contes, mais en général, il y a toujours une part de vérité dans ce genre de légende, quoi. Leur symbole, c'est pas un écorché pour rien, quoi. Un peu faux.
Bah, après, oui, c'est pas un écorché pour rien. Je veux dire, il y a des symboles, c'est des sirènes. Hein, donc, je veux dire... Non, mais c'est un écorché et il y a cette rumeur comme quoi les Bolton, enfin, ils font vraiment ça à leurs ennemis, quoi. Ouais. Je pense, à mon avis, ça s'est confirmé durant l'histoire, ce truc. Cette situation leur rappelle à quel point ils voulaient que leur père soit de retour, malgré toutes les rumeurs qui leur arrivaient sur son sort, malgré la lettre de Sansa qu'ils avaient reçue. Robb est d'ailleurs très en colère contre elle pour n'avoir écrit aucun mot à propos de sa sœur Arya. Mais, pour Bran, il y avait une raison au comportement de Sansa. Elle avait perdu son loup. Lady, et d'ailleurs ses os avaient été rapportés. On l'avait enterré au même endroit où étaient enterrés les serviteurs des Stark. Donc on lui avait réservé une place assez spéciale. Hein. Les loups des Stark, voilà. C'est pas n'importe qui. Lady était partie pour le sud et n'était revenue que ses ossements, comme ce fut le cas pour Rickard Stark, son grand-père, ainsi que son oncle Brandon Stark. Et bon, son père, Eddard Stark, était prisonnier dans le sud à présent. Donc bon, c'est pas très bon signe. là, comme on le dit, enfin, je veux dire, il dit oui, bon, tous les Stark sont partis dans le sud, il y a que les ossements qui sont venus, et là, on sait que son père, voilà quoi, il est dans une position, hein. Surtout qu'on sait que Jon et lui font des rêves à la crypte où ils essayent de rejoindre Ned. Bref, ça fait beaucoup de mauvais signes. Hein. Là, franchement, même c'est dur en tant que lecteur de pas se dire que ça va mal finir pour Ned, quoi. C'est dur de se dire ça va aller. Ouais, il y a des signes, quoi. Il y a des signes. Je pense qu'on le sent venir quand même. Et bon, du coup, c'est pour ses sœurs, pour son père, sa mère, son frère et ses hommes. C'était pour eux qu'il priait. Soudain, Osha, la sauvage jeune, qui avait tenté de le capturer, va interrompre dans ses prières. Elle était aussi venue prier les anciens dieux. Gage, le cuisinier de Winterfell, lui échangeait ses moments de liberté contre quelques moments d'intimité. Marchandage, hein. Osha lui apprend que Bran devait apprendre à entendre les anciens dieux, qu'il répondait par le vent. Mais elle lui fit peur lorsqu'elle lui dit que les anciens dieux ne pourront rien pour son frère dans le sud. Car tous les barrals avec les faces sculptées avaient été coupés dans le sud, que les anciens dieux n'avaient plus Dieu pour le voir. Donc ça, on le savait, hein. Mais là, il y a quand même une sorte de symbolique, du coup, que par la face des barrals sculptés dans les barrals, du coup, c'est par ça que les anciens dieux agissaient, entre guillemets. Bon, après, s'ils existent, hein. C'est vrai que, comme on l'a dit, on n'a pas trop d'informations, par exemple, sur la religion des 7 et les 7 dieux. Les anciens dieux ont un peu plus d'informations, mais bon, c'est pas toujours, hein. C'est vrai qu'Osha, t'as l'impression qu'elle est là pour un peu instruire le lecteur et tout sur la religion des anciens dieux, quoi. Ouais. Osha lui apprit aussi que, malgré ce que disait le maître Lowyn, les géants existaient toujours au-delà du mur, et que sûrement Hodor était un sang mêlé. Mais il existait encore pire au-delà du mur, des corps inanimés avec des yeux bleus et des mains noires. Tiens. C'est pour cela qu'elle fuyait. Et bon, du coup, c'est vrai que les géants, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, et c'est vrai que ça a l'air quand même assez... voilà, quoi. Bon, des géants. Donc c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle tu vas croire directement, mais comme elle appuie aussi le fait que les autres, les marcheurs blancs existent, et que nous, en tant que lecteurs, on sait qu'ils existent, du coup ça appuie le fait que les géants puissent exister. Oui. Après, là, il n'y a pas de raison de douter ce qu'elle dit, elle l'a vu de ses yeux. Ouais, après... Des géants, quoi, tu vois. Ouais, je veux bien dire que j'ai vu, tu vois, un dragon à 3 têtes, ça peut pas pourtant dire qu'il existe. Ouais, mais pourquoi elle a mis enfin, oui, non, tu vois, c'est pour ça. Elle est pas psychotique, hein. C'est pour ça que je dis que là, en soi, ça crédibilise le fait. Voilà, ça crédibilise le fait que les gens puissent exister, ouais. Et peut-être que Hodor est vraiment sans mêler, hein. Ça, on n'en sait rien. Ouais. Bon, en tout cas, il a sa virilité pour prouver que, Ça veut dire que, genre, le petit-fils de vieille Nan a baisé une géante. Peut-être du côté paternel, maternel, on sait pas. Si, parce qu'on sait dans le chapitre que du coup... Oui, il faut que ce soit un humain qui baise avec une géante. Ouais. Parce que, bon... le sens contraire... on préfère pas imaginer ça finit sur hentai.com, un truc comme ça, là. C'est un peu ce qui arrive à Hagrid dans Harry Potter, hein. C'est que sa mère, c'était une géante et que c'est son père qui était un humain et que... Oui, parce que l'inverse, c'est grave.
Osha ne voulait pas rester avec Mance Rider, le roi de du mur, qu'il se figurait pouvoir résister. Et on apprend d'ailleurs que ce Mance Rider est un ancien membre de la garde de nuit qui a déserté Tourombreuse. Pour Osha, ce Mance Rider ne connaissait rien de l'hiver, car il vient du sud du mur, alors qu'elle est née au nord du mur, elle vient du peuple libre, et le peuple libre se souvient. On savait ça que Mance Rider n'était pas natif du Nord? Ah, mais là, non, on savait pas que c'était un membre de la garde de nuit, déjà. Un ancien membre de la garde de nuit, du coup. Elle conseille alors à Bran de faire changer d'avis Robb, que c'est au nord qu'il devait mener son armée, et non au sud, que c'est au nord que se trouve le réel ennemi. Donc, bon, c'est un peu ce que je disais dans le chapitre précédent, je crois, hein, où il y a 2 chapitres, je sais plus. Mais, en gros, c'est des futilités, ce qui se passe au sud. Et que, bon, il y a des morts vivants qui attendent au nord, là. Donc, c'est... Ouais. Mais en même temps, bon, qu'est-ce que tu veux dire contre ça? Je veux dire, ton père, oui, c'est bien beau qu'il y ait des morts vivants, mais là, mon père, il est emprisonné, j'ai des choses plus importantes à régler. Dans l'immédiat, ouais. Au banquet du soir, Bran ne manqua pas d'entendre ce que les fils de Rickard Kartark disaient de lui. Que c'était un homme brisé, qu'il n'avait pas le courage d'en finir, que préférait mourir que de vivre de cette manière. Donc c'est un peu ce que on disait en début de chapitre, c'est-à-dire que la façon dont est transporté Bran, en vérité, c'est plus que longtemps, en fait, c'est humiliant et même, tu sais, c'est vraiment une question d'honneur à cette époque-là, et là, Bran, il vit sans honneur pour eux. Ouais, mais c'est des bâtards quand même, hein. C'est pas... Ouais, d'une certaine manière. Non, mais après, bon, ils le disent pas tout haut, hein, ils le disent pas à voix haute, c'est Bran qui entend leur conversation, mais faut aussi voir aussi là, faut aussi avoir de la perspective et se dire qu'à cette époque-là, faut en vivre de cette manière, c'était quand même quelque chose, tu vois. Ouais, quand t'étais un fils de seigneur, fallait que tu sois, fallait que tu manies l'épée, machin. Ça, c'est comme si t'apportais un peu la honte sur ta famille aussi en faisant ça. Donc, un peu comme Tyrion amène la honte sur les Lannister. Ouais, exactement. Je crois que c'est Tyrion qui a dit que mourir est si définitif alors que la vie offre une infinité de possibilités. Ouais, il avait dit ça, je crois, dans son premier chapitre. Le maître Lewin connaissait l'intelligence de Bran et lui conseille alors, quitte à ne plus pouvoir être chevalier de corps, d'être chevalier de l'esprit et de devenir un maître. On apprend par ailleurs que c'est dans la citadelle de Villevieille que sont formés les maîtres. Alors, si on regarde la carte, on peut apercevoir Villevieille tout au sud de Westeros, vers l'ouest de la carte. Et en regardant les appendices, on sait que Villevieille est dirigée par Guillaume, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Donc là, je vous le dis, il est en train de chercher dans les appendices. Hein. Bah oui, mais c'est bien sûr, c'est les Hightower, quoi. Exactement. Donc le sire de Villevieille se nomme Layton Hightower. Et on connaît d'ailleurs un autre membre de la famille Hightower. Est-ce que tu t'en souviens, Guillaume? Gerald Hightower. Oui. À part lui. Je veux dire dans les appendices, mais Gerald Hightower, oui, l'ancien lord commandant de la garde royale d'Erys le Fou. Mais je veux dire, qui est présent dans l'histoire à présent. Alors, je vais t'aider. La femme de Mace Tyrell. Ah. Bah, c'est Aléry Hightower. Aléry Hightower. Et d'ailleurs, en bonus, on peut voir dans les appendices que un des oncles de Mace Tyrell, Sir Morin Tyrell, est le commandant du guet de Villevieille. Mais Bran refuse l'offre de Maître Lewin. Il ne veut pas aiguiser son esprit pour devenir un maître, mais apprendre la magie. La corneille à Traseux lui avait dit qu'il pouvait voler. Ce sont des inepties pour le Maître Lewin. Il lui a déconseillé de déranger son frère Robb avec. 2 jours passèrent, et l'heure du départ de Robb était arrivée. Avant de partir, son grand frère lui confia le commandement et la seigneurie de Winterfell en attendant son retour, et surtout le retour de leur père. Rickon avait refusé de lui faire ses adieux, le petit étant persuadé que tous étaient partis et qu'ils ne reviendront jamais. Donc le petit Rickon là, il a des prédictions terrifiantes, hein. De dire que bon, tous les Stark sont partis, qu'ils ne reviendront pas. On sait qu'il était à la crypte le matin même, et que bon, peut-être c'est un Stark, peut-être que tu sais, des trucs genre plus t'es petit et tout, plus t'as un sens, t'as des sens sensoriels plus développés, etc. On en sait rien, tu vois. Mais en fait, la façon dont tu le dis, tu sens que c'est pas. Tu sens qu'il en a vraiment la conviction, quoi. Ouais. Il l'a un peu vu. C'est ça. Avec un troisième œil. Bran, au départ de son frère, fut envahi d'une tristesse profonde.
D'une part parce qu'il sentait que son frère partait du mauvais côté, et d'autre part parce qu'il ne recevrait jamais les mêmes acclamations que Robb. Lui était Bran le brisé. Et à Winterfell, il ne restait plus personne, à part des femmes, des enfants et des vieillards. Alors Guillaume, avant de terminer ce chapitre, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose dont tu voulais parler Bah, en tout cas, c'est triste pour Bran et Rickon, quoi. Vraiment, tu sens qu'ils ont vraiment été dépossédés de tous les. Enfin, il reste personne, quoi. À Winterfell, tous les soldats, tous les gardes et tout, ils sont soit partis à Port-Réal, soit partis avec Robb. Il reste juste, en vrai, celui qui carry toute la team, c'est Maître Luwin, à mon avis. Hein. Ouais. Et je pense qu'il tient tout, là. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça que Winterfell, ça c'est vraiment Il reste, vide, hein. genre, il y a plus aucune personne de compétence à part Maître Luwin. Là, c'est juste une tendance de Winterfell, quoi. Il y a plus, comme tu dis, il y a plus de patrouilleurs, il y a plus, voilà, quoi. Mais il faut pas qu'ils se fassent attaquer, du coup. Ah non. Parce que là, ils sont, enfin, ouais. La sécurité, elle est mise à bas. il y a plus rien. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié ce chapitre. Même s'il était assez long, assez riche, on espère qu'on vous a fait un peu mieux comprendre ou en tout cas approfondir. Si vous voulez continuer l'aventure avec nous, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis si voilà, vous avez kiffé au point de nous aimer, de nous noter, de nous commenter, vous êtes les bienvenus. En tout cas, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.